d'accueillir Élise Bain, qui a beaucoup de casquettes, dont ethnologue, ethnobotaniste, je prononce bien, sociologue aussi, parce que, comme on disait tout à l'heure, tout le monde y passe à un moment donné. Et qui aussi est la fondatrice d'une association qui s'appelle Accumule et compagnie, qui amène des individus et des groupes à aller découvrir les plantes dans les Vosges et ici même à Strasbourg. Donc, vous pouvez voir le logo, il y a le site internet aussi de découvrir plus. Mais aujourd'hui, on a invité parce que justement dans cette transition de savoir, dans notre transition écologique, on voulait apprendre un peu plus sur les connaissances et un peu on va les appeler même les anciennes, dans notre temporalité, là, les anciennes connaissances sur les plantes et voir comment aujourd'hui ça reste, ça disparaît, ça se transforme. Et puis, donc, on va passer à parler des plantes, une vivante très importante, qui nous soigne, qui nous accompagne, qui nous égaye nos journées ou qui peut aussi nous faire voilà, des choses enfin, médicinales qui peuvent altérer un peu notre état de santé. Donc, voilà, je passe la parole à Élise et merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup et donc merci beaucoup Juliane de m'avoir invitée à cette journée. Alors ma présentation a déjà été faite, mais pour compléter, du coup moi je suis donc ethnologue de formation et ensuite j'ai vraiment axé toutes mes recherches autour de la relation entre les humains et les plantes et notamment donc je suis chercheuse indépendante, mais notamment rattachée à un musée qui se trouve en Haute-Provence qui s'appelle le musée de Salagon, qui a développé tous ces axes de recherche autour de l'ethnobotanique, donc autour de la relation entre société et flore. Et voilà, et puis donc on a créé en 2010 l'association Alchimie et compagnie qui a donc deux volets, comme expliquait Juliane. Donc un volet de transmission. Donc l'idée c'est de faire des sorties, des stages, des, des ateliers découvertes pour les Alsaciens et les Vosgiens autour des plantes médicinales et comestibles, enfin, autour des plantes sauvages et autour de l'usage de ces plantes. Et le deuxième volet, donc, ça a été d'élaborer ce projet d'enquête ethnobotanique euh, a été soutenu par un programme européen qui s'appelle Flora Vogesiaca, qui vise à étendre la connaissance des plantes sur le massif des Vosges. Donc, participe à ce projet pour le volet botanique, les trois conservatoires botaniques qui sont concernés par le massif des Vosges, donc Lorrain, Alsacien et Franche-Comté. Ça, c'est pour la partie botanique. Et pour la partie ethnobotanique, donc c'est nous qui avons contribué à l'enquête. Voilà, mais c'était une enquête qu'on avait déjà commencée avant d'être soutenue par ce programme. Euh, alors, comment nous avons procédé? C'est bon, ça marche. Euh, alors, notre travail n'avait pas pour intention de se rapporter ni à un répertoire floristique qui s'attarde aux seules plantes, ni à une étude pharmacologique qui s'attarde donc à étudier leurs propriétés, ni à un inventaire de recettes ou de pratiques, mais vraiment à une analyse sociale, donc une compréhension de comment les gens du massif des Vosges, quelle est leur relation à la flore. Et donc, la méthodologie de l'ethnobotanique s'imposait dans ce cadre. Et cette méthodologie, elle se caractérise par son interdisciplinarité et elle relève d'une méthodologie qui lui est propre, donc qui a un lien avec les sciences humaines et avec les sciences naturalistes. Et du côté des sciences humaines, elle porte une attention particulière au discours des habitants et des habitantes du terrain. Donc, on a recueilli les savoirs auprès des personnes en réalisant des enquêtes de terrain, des entretiens. Euh, donc, on s'intéresse bien à leurs discours, à leurs histoires de vie. Et du côté naturaliste, cette méthodologie, elle implique la prise en compte des données botaniques, de celles de l'écologie végétale, et notamment tous les apports de la phytosociologie, de la géologie ou encore de la géographie. Et donc, on a également recueilli un ensemble de sources écrites qui complètent évidemment l'oralité. Et toutes ces données, donc, débouchent sur une analyse sociale du rapport aux plantes sur le territoire défini au préalable.
Et alors, quel est ce territoire? Je ne sais pas si vous voyez très bien les cartes. En tout cas, voilà, on est sur le massif des Vosges, sur le sud du massif des Vosges. On est sur le pourtour des Hauts-de-Vosges. Et donc, on est sur l'essentiel du territoire du parc des Ballons des Vosges, euh, qui se trouve donc à la fois sur le secteur du Haut-Rhin, où culminent les plus hauts sommets des Vosges, avec des vallées enclavées qui entourent les crêtes, et de l'autre côté, le département des Vosges, et un tout petit peu au sud, donc, je ne sais pas si vous voyez très bien sur la carte entourée, un tout petit morceau du territoire de la Haute-Saône et du territoire de Belfort. Donc, c'est la partie la plus connue et la plus emblématique des Vosges. Et l'orientation nord-sud du massif marque une frontière géographique entre donc, plusieurs territoires euh, administratifs. Donc, il y a trois régions qui sont donc concernées, l'Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté. Avec donc aussi une frontière entre des cultures aussi très différenciées, avec des parlers différents quand on parle de savoir populaire. D'un côté, l'alsacien, qui est encore très vivace, et de l'autre côté, le parler vosgien, qui n'a plus du tout le même impact dans la vie quotidienne des gens, il est assez délaissé. Mais on a eu la chance de retrouver encore pas mal de noms populaires, des plantes notamment. Et au sud, en Franche-Comté, le tout petit bout de Franche-Comté, au sud, on y trouve un parler qui est assez proche du parler vosgien, mais qui est assez peu persistant, comme du côté du département des Vosges. Alors, sur le versant alsacien, donc on est parti pour les gens qui connaissent, on est parti de la vallée de Münster et on est descendu vers le sud, donc vallée du Florival, vallée de la Thur, pour descendre jusqu'à la vallée de la Dolère, au pied du Ballon des Vosges. Et au sud, donc, là, le secteur de l'Oignon et de la Savoureuse en Franche-Comté. Et du côté des départements des Vosges, donc, on est allé dans la haute vallée de la Moselle, la vallée de la Moselotte, le secteur du Vintron, de la Bresse, de Gérardmer et du Valtin. Voilà. Donc, notre idée était d'insister sur les villages et les hameaux des fonds de vallée, proches des hauts, où l'on présupposait davantage de relations étroites avec l'environnement végétal. Alors, depuis notre rapport d'études en 2023, le programme Flora Vogesiaca prévoit de financer la suite de l'enquête sur les Vosges moyennes, donc les Vosges centrales et les Vosges du Nord. On a déjà commencé des enquêtes, mais ce ne sera pas inclus dans ce que je vais vous présenter là. Nous, notre étude avait pour intention de porter sur les savoirs populaires et les savoirs anciens et les savoirs nouveaux, les savoirs recomposés aussi. Mais quand on parle de savoir ancien, on parle de savoir qui date d'au moins la Seconde Guerre, et voilà, s'étendant jusqu'à aujourd'hui, et de rencontrer en priorité donc des personnes âgées, les personnes les plus âgées locales. Et donc le terrain a débuté avec quelques contacts et ensuite au fil des entretiens et au fil de l'enquête, nous avons été d'entretien en entretien et nous avons pu rencontrer 374 personnes qui ont été interrogés autour de 194 enregistrements. Et dans cet échantillon, 91% des personnes sont des personnes âgées de 56 à 100 ans. Ce sont essentiellement des anciens agriculteurs, mais je vais revenir sur le profil des personnes interrogées. Euh, voilà, on a interrogé des personnes qui étaient aussi en EHPAD. On a fait des animations en EHPAD pour recueillir aussi des savoirs auprès des personnes âgées dans ces structures. Et puis, 5% sont des éleveurs ou des agriculteurs encore en activité et des producteurs de plantes médicinales du massif des Vosges. On a rencontré quasiment tous les producteurs du massif des Vosges. Et 3% sont des érudits locaux, des botanistes, des historiens, des ethnologues, etc. Voilà, nous étions 3 enquêteurs pour ces euh, quasi 380 personnes interrogées. Voilà, une enquête en EHPAD. Alors, si des travaux épars avaient déjà été menés sur les usages traditionnels des plantes en Alsace et dans les Vosges, ces travaux avaient été surtout menés vers la vallée de Münster et dans la partie centrale des Vosges, notamment par un couple de pharmaciens dont le monsieur a fait une thèse en ethnologie, les Bucer.
Voilà, donc si vous connaissez peut-être leur ouvrage Les plantes des Vosges, qui est assez connu, paru à la Nuée bleue. Mais voilà, il restait beaucoup à enquêter sur le pourtour des Hauts-de-Vosges, terrain où les Bussers n'avaient pas été. Et donc, on s'est rendu compte que les personnes qu'on allait interroger, la plupart donc, des personnes âgées, étaient des personnes qui avaient été ouvriers paysans. Donc, l'implantation des usines textiles à la fin, dans la deuxième moitié du 19e siècle, a eu une grande incidence sur la relation à la nature, puisque la plupart des gens étaient ouvriers, mais aussi avaient conservé une activité agricole quand même, une activité d'autosubsistance, donc avec quelques vaches, trois, quatre vaches à la maison, et puis un jardin, et certaines familles, et parfois c'est très différent en fonction des familles, mais continuer à récolter des plantes pour se soigner, pour manger des plantes sauvages, etc. Voilà, donc c'était une manière de compléter leur salaire. Et puis, sur les chaumes, on pratiquait autrefois l'estive. Et avec l'avènement du tourisme, les anciennes marqueries, alors les marqueries, pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas ce terme, c'est le logement d'été du gardien des vaches, le marquaire. Donc, ces anciennes marqueries sont devenues des fermes-auberges. Donc, les histoires de plantes qui ont été recueillies dans l'enquête font référence à tout un temps où on pratiquait cette agriculture d'autosubsistance et où la tradition marquaire et le travail du bois, on était aussi beaucoup bûcherons dans les montagnes, était vraiment très important. Alors, ça, c'est une petite photo d'enquête où on est en train d'essayer de déterminer les plantes avec les personnes interrogées. Et donc, l'idée dans cette enquête a été de recueillir les savoirs dans leur globalité, à savoir donc le champ médicinal. Donc, les plantes médicinales ont été les plus prépondérantes, je vais y revenir, à la fois en médecine humaine et médecine vétérinaire. On a pu recueillir les plantes entrant dans l'alimentation, les plantes qui a trait au travail domestique, à l'artisanat, au commerce, on va voir que c'était assez important dans les Vosges, à l'agriculture, l'élevage, à la pratique du bûcheronnage, mais aussi aux croyances religieuses et populaires. Voilà, donc en tout, ce sont 305 espèces citées dans l'enquête, c'est-à-dire connues des habitants et des habitantes des Hauts-de-Vosges. Et les investigations ont porté en priorité sur les plantes sauvages. Donc, on a volontairement mis un peu de côté les plantes cultivées. Mais évidemment, on a recueilli aussi quand même pas mal de données sur les plantes cultivées. Mais voilà, 76% de ces 305 espèces concernent des plantes sauvages. Euh, Voilà. Sachant que les derniers recensements des botanistes de Flora Vogesiaca recensent 1990 taxons, donc 1990 plantes sur le massif des Vosges. Donc c'est quand même une proportion intéressante par rapport à ce qu'on a trouvé dans l'enquête en termes de connaissances et de savoir autour de la flore. Donc sans surprise, les données médicinales sont ressorties comme étant les plus nombreuses. Quand on réalise des enquêtes ethnobotaniques, c'est toujours ce qui se passe. Le champ alimentaire semble occuper aussi une place importante, notamment la préparation des boissons. Je vais y revenir après. Les cueillettes commerciales aussi occupent une place particulière du côté alsacien et davantage du côté du département des Vosges pour le XXe siècle. Nous allons voir pourquoi. Et aussi, les plantes utilisées dans l'élevage et les pratiques agricoles ressortent également comme assez importantes. Voilà, donc on a aussi tenu à réaliser un répertoire de noms populaires, donc à la fois en alsacien, mais aussi dans les parlers vosgiens, et qui varient donc ces noms évidemment en fonction des villages, enfin, des vallées, mais aussi des villages et parfois même des familles. Donc on a pu mettre sur pied un véritable lexique de ces plantes sur les trois secteurs. Alors, parmi les plantes les plus répertoriées en ethnobotanique, on parle de fonds communs des savoirs, notamment autour des savoirs médicinaux. Et ce fonds commun, qu'est-ce qu'il représente? Ce sont donc des plantes qui l'emportent le plus largement dans les enquêtes ethnobotaniques françaises, par exemple, si on parle de la France.
de ces 40 dernières années. Alors, par exemple, dans le pourtour des Vosges, comme dans toute l'Europe, on retrouve par exemple les corymbes de sureau noir, cet arbuste que vous connaissez sûrement, qui est utilisé contre les refroidissements. Et alors, citation d'une dame de la vallée de la Dolère qui nous dit: On se met au lit, on se couvre, ça fait transpirer, la maladie sort ainsi. Donc, c'est une mention qui fait bien référence aux propriétés fébrifuges, donc qui accompagnent la fièvre, et sudorifique, donc qui fait suer, et qui confère à cet arbuste le statut de remède contre la grippe, bien connu dans la plupart des régions de notre continent. Voilà, donc le sureau est un exemple de ce fond commun des savoirs. Et sur ce fond commun se dessinent donc des spécificités propres au territoire de l'enquête en question. Et parfois même, ces savoirs peuvent être des savoirs endémiques, c'est-à-dire comme une plante peut être endémique, on va retrouver un savoir juste dans un seul endroit circonscrit. Voilà, alors je passe volontairement, je ne commence pas de manière volontaire par les plantes médicinales, je vous propose de finir par les plantes médicinales. J'aborde tout de suite le champ des plantes alimentaires et des boissons. Alors, outre le fameux pissenlit que beaucoup ramassent encore, on faisait beaucoup de salades de pissenlit, notamment avec les lardons, très traditionnels. Les anciens avaient l'habitude de consommer un ensemble de plantes, dont le cresson des fontaines, la petite oseille, ou encore une plante que je vous ai mis ici, que les locaux appellent les crépions, hein, du côté vosgien en tout cas. Alors ces crépions, c'est en fait une plante qui ressemble beaucoup à un pissenlit. C'est un pissenlit luisant et très velu, qui s'appelle la porcelle enracinée. Et voilà, on récoltait beaucoup cette plante, notamment avant que les pissenlits arrivent. Et on récoltait également la graine de carvi qui correspond à notre cumin alsacien, qu'on ne trouve plus beaucoup, malheureusement, dans les chaumes, quoi. On l'utilisait pour aromatiser les fromages, la choucroute. Et dans le secteur de Gérardmer, on a retrouvé une plante que vous ne retrouverez probablement dans aucun ouvrage autour des plantes, puisque en tout cas, le savoir autour de cette plante, vous ne retrouverez probablement pas grand-chose. C'est une plante que je vous ai mis là en second lieu, qu'on appelle localement la Saint-Giraud, et qui est en fait la cnossie des champs. Donc c'est une plante très commune dans les champs, mais c'est la première fois moi que j'avais entendu parler de l'usage de cette plante dans les hachis et dans les soupes. Donc c'est une plante qui apparemment a été notamment beaucoup utilisée pendant la Seconde Guerre comme plante de disette, mais pas que, visiblement aussi bien avant. La plante était très connue. Donc Saint-Giraud, référence à Gérardmer, hein, puisque c'est dans ce secteur qu'on a beaucoup retrouvé. Voilà, à la Bresse aussi, on récoltait le mouron des fontaines, qui est une plante qu'on trouve beaucoup dans les fontaines pour les salades. Et puis le thym et le serpolet et le thym local, qu'on utilise beaucoup pour les boudins ou cuisiner le lapin. On récoltait les myrtilles, et on récolte toujours beaucoup les myrtilles. C'est d'ailleurs parfois une pression commerciale qui fait beaucoup discuter dans les Vosges. Autrefois, elles étaient mises à conserver dans des bouteilles ou mises à sécher et ensuite réhydratées. Voilà, on cueillait beaucoup de petits fruits, des framboises, des érelles, le ramassage et la préparation de la confiture d'églantine, le fameux cynorrhodon, ce petit fruit rouge, est très traditionnel du côté alsacien. Et je m'en suis rendu compte, puisque j'ai eu l'occasion, avant de réaliser cette enquête, de réaliser plusieurs enquêtes dans d'autres régions. Et en fait, le cynorrhodon, par exemple, l'églantier n'est pas du tout connu euh, euh, comme plante, comme fruit à consommation dans d'autres régions. C'est vraiment spécifique de l'Alsace. Voilà. Euh, et puis, voilà, alors on fabriquait également beaucoup de vins, de boissons. Et toujours, hein, les Alsaciens et les Vosgiens du pourtour des Hautes-Vosges continuent beaucoup à préparer ces boissons à base de petits fruits. Et en Alsace, la distillation et la consommation des eaux de vie, hein, le fameux schnapps, tout le monde parle du schnapps, de fruits et de plantes. Donc, ce sont des distillations pour les plantes qui sont réalisées sur des distillations de fruits.
était et reste très ancrée. Donc ça, c'est lié à une situation particulière de l'Alsace au niveau administratif, qui est que quand l'Alsace a été à maintes reprises allemande, la réglementation autour de l'alcool était complètement différente. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins de taxes douanières, etc. Et qu'on a gardé ce statut-là un peu exceptionnel en Alsace. C'est ce qui explique qu'on a une culture très développée autour des eaux de vie. Et notamment, pour se soigner, le schnapps, le fameux schnapps, est souvent le premier remède qui est cité quand on te demande mais comment vous soignez autrefois? Ah ben avec le schnapps. Et c'est souvent ce à quoi on a recours en premier lieu pour de multiples affections. C'est assez impressionnant. Voilà. Alors après, quand on rentre dans le détail, on se rend compte qu'en fonction des schnapps, ils n'ont pas tous la même propriété. Mais voilà. Beaucoup de recettes de vin aux plantes, de sirop, de limonade et autres macérations de plantes à boire ont été récoltées. Par exemple, le vin de groseille, là, ici, qui est un vin qui n'est pas du tout fabriqué à partir du vin, mais complètement à partir de la groseille fermentée. Donc, vous voyez la préparation ici. Le vin d'églantine, la limonade ou le sirop ou de vin d'aspérule, le sirop de bouillon blanc, de radis noir, de bourgeon de sapin ou encore la liqueur de fenouil des Alpes. Alors, je ne vous ai pas mis la photo de toutes ces plantes, mais certaines vont arriver dans la suite. Voilà. J'ai conscience que tout le monde ne connaît pas forcément les plantes ici. Euh, et puis, beaucoup de boissons. Alors, ça, c'est pour l'Alsace. Et pour le côté vosgien aussi, beaucoup de liqueurs de bourgeon de sapin, qui est dite très bonne pour le rhume, la liqueur ou le sirop de bouillon blanc, celle de serpolet, ou encore le vin de baie de houx. Oui, j'ai bien dit de baie de houx. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, je vais passer tout de suite à cette histoire de plantes commerciales, puisque les cueillettes commerciales tiennent une place particulière dans l'enquête par rapport à d'autres enquêtes ailleurs en France. Des recherches réalisées dans les archives ont révélé que les Vosges fut le plus gros département producteur de plantes entre les deux guerres. Beaucoup de locaux, écoliers, femmes au foyer, hommes, retraités avaient l'habitude de cueillir des plantes sauvages qui représentaient une source de revenus d'appoint. Du côté alsacien comme du côté vosgien ou franc-comtois, il est très notable que les 99% des personnes âgées se souviennent qu'ils ramassaient des plantes écoliers pour les laboratoires. Donc, ce sont les instituteurs qui faisaient ramasser les plantes et les faisaient sécher. On faisait sécher les plantes dans les greniers de la mairie ou dans celui de l'école. Et l'argent récolté permettait de financer une sortie, un voyage de fin d'année ou encore du matériel scolaire. Et donc, ces plantes étaient ensuite revendues à des laboratoires pharmaceutiques. Alors, comment ça se fait qu'on se rend compte de ce phénomène-là? Alors ici, je vous ai mis des photos qui ne sont pas datées. On n'a pas réussi à les dater, mais qui ont été récoltées auprès d'un laboratoire local qui se trouve à Saint-Maurice-sur-Moselle, donc au sud du département des Vosges, qui est le laboratoire Noël, où on voit donc des écoliers en train de ramasser de l'arnica et charger de l'arnica à la gare de Saint-Maurice-sur-Moselle, donc qui va être ensuite acheminé chez certains laboratoires. En effet, c'est l'installation de laboratoires pharmaceutiques près du massif des Vosges, en Lorraine et en Alsace, qui va avoir une grande incidence sur ces pratiques-là. Donc. Et donc, les cueillettes commerciales datent d'au moins la première moitié du XXe siècle et se sont prolongées jusque dans les années 70. Et même à Sapois, hein, dans une commune proche de la commune de Vanier, à côté de Gérardmer, on nous a témoigné que ces cueillettes d'écoliers furent même répandues jusqu'en 1976. Voilà. Ensuite, après les années 70, c'est ensuite la formalisation du métier de producteur de plantes médicinales qui a pris le relais en termes de cueillette de plantes médicinales. Donc ça, c'est toute l'histoire des cueilleurs de plantes médicinales, dont d'ailleurs je fais un petit clin d'œil. J'ai écrit les textes pour une exposition sur l'histoire des producteurs de plantes médicinales dans les Vosges, qui a cours en ce moment en Franche-Comté. Je vous redonnerai le nom du petit village, en tout cas la maison du parc du Ballon des Vosges
de Franche-Comté. Vous pouvez voir en ce moment cette exposition et qui aura lieu, cette exposition, je crois, et en fait, elle va être itinérante dans les différentes maisons du Parc des Ballons des Vosges et donc qui va passer du côté alsacien, je crois, cet été. Alors, citation de la première productrice de plantes médicinales du côté des Vosges. De notre temps à nous, c'était les enfants des écoles qui ramassaient pour les laboratoires. Les feuilles de bourdaine, la digitale, le bouillon blanc. Il y avait pas mal de plantes. Le dernier dont je me souviens, c'était le laboratoire Noël. Puis les enfants n'ont plus eu le droit de travailler. Donc ça avait relancé la culture, la cueillette de plantes médicinales. L'idée était de diversifier la culture de montagne où l'on ne faisait que du lait. Voilà. Donc cette implantation a permis de répondre de manière plus rationnelle aux besoins des laboratoires pharmaceutiques tels que Lening, Velleda, etc. Et aussi de répondre aux besoins des confiseries, puisqu'on fait beaucoup de bonbons dans les Vosges. Voilà. Alors, nous avons pu recueillir plus d'une trentaine de plantes ramassées, de plantes sauvages ramassées par les écoliers et par les locaux comme revenus d'appoint. Et je vous propose une petite focale juste sur trois d'entre elles. Donc, la digitale, qui est donc cette première plante que vous voyez à gauche, que vous connaissez sûrement si vous vous êtes baladé en forêt, qui fait ces jolies fleurs roses, qui a des propriétés cardiotoxiques donc, mais qui n'était pas très mal connue, en tout cas, les écoliers savaient qu'elle était toxique, mais il se trouve que assez peu de prédispositions leur étaient communiquées. Donc, c'est la plante qui a été la plus ramassée euh, pour les laboratoires pharmaceutiques et aussi notamment pour un laboratoire qui se trouve à Tannes. Euh, voilà. Donc, c'est la feuille de digital qui était ramassée. Et puis l'écorce de bourdaine, dont je vous ai mis une photo là sur la droite, qui est un arbuste dont on récoltait l'écorce pour ses propriétés laxatives et purgatives. Et cette récolte a été aujourd'hui interdite parce que ça portait atteinte à la ressource, portait atteinte à l'espèce, du fait que si on ne ramasse pas dans les branches, mais qu'on ramasse au niveau du tronc, voilà, la plante ça fait mourir la plante, quoi. Alors, le fameux arnica, Arnica des Vosges, qui est emblématique des Hauts-de-Vosges, puisque peut-être que vous le savez, mais le massif du Markstein, donc, dont je vous ai mis la photo juste au-dessus, est l'un des plus hauts sites en Arnica d'Europe. Il y en avait beaucoup dans les Vosges sur bien d'autres secteurs, mais les pratiques de purinage et de chaulage ont mis fin à l'espèce, puisque c'est une espèce qui aime les les terrains pauvres. Donc, si on apporte de l'enrichissement, voilà, il y a beaucoup de secteurs qui ont disparu malheureusement. Et les locaux sont très attachés à cette plante. Dans l'enquête, c'est l'une des plantes qui ressort le plus. Donc, les gens ramassaient les capitules. Donc, la capitule, c'est la partie, ce que vous pensez être une fleur ici, là. Donc, l'arnica fait partie de la famille des astéracées, où les plantes ont, sur un même capitule, donc, ce que vous pensez être la fleur, en fait, ce que vous pensez être un pétale est en réalité une fleur. Donc, chez les astéracées, les plantes se sont socialisées pour la reproduction notamment. Et donc, voilà. Donc, c'est un capitule de fleurs, ce que vous pensez être une fleur, voilà, l'arnica. Et donc, les locaux ramassaient des capitules pour mettre dans l'alcool. Et chaque famille confectionnait sa petite fiole d'arnica, puisque il y avait beaucoup de gens qui distillaient, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et cet arnica était donc très utile pour les coups, les blessures, les ecchymoses, les bleus, les entorses ou encore les rhumatismes qu'on utilisait à la fois en médecine humaine, mais aussi beaucoup en médecine vétérinaire pour les vaches. Voilà, donc les écoliers ont beaucoup ramassé pour les laboratoires Velleda et Lening. Velleda est un laboratoire qui s'est développé entre les deux guerres et qui a fait qui a basé tout le début de sa production sur l'huile à l'arnica. Donc, pour les douleurs musculaires notamment, que vous connaissez peut-être. Mais voilà, c'est dire si on sait maintenant aujourd'hui que toute cette cueillette a été beaucoup réalisée sur le massif des Vosges. Et puis ensuite, après les écoliers, on a pu retrouver dans l'enquête
que un certain nombre de cueilleurs un peu plus professionnels sont venus à partir de il y a une cinquantaine d'années, donc d'abord des cueilleurs allemands, et puis ensuite d'autres cueilleurs, des cueilleurs français, des cueilleurs professionnels. Et pendant longtemps, les demandes d'autorisation, les quantités récoltées et le nombre de cueilleurs étaient entièrement gérés par les laboratoires. En 2007, le Parc des Ballons des Vosges a mis en place une convention entre les différents acteurs pour réglementer la cueillette parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de pression sur la récolte. Mais les cueilleurs ont été de plus en plus nombreux. Et en 2019, c'est le moment où j'ai réalisé l'enquête à proprement parler sur l'arnica. On ramassait encore 11 tonnes d'arnica sur le Markstein. Donc ça, c'est 2019. Et à partir de 2020 et 2021, la ressource a été tellement accablée. Bon, elle est aussi évidemment vouée aux pressions climatiques, hein. Il y a différents aspects qui font que la ressource a eu une grosse pression. Mais donc, les autorisations de cueillette ont été arrêtées. Donc maintenant, les laboratoires pharmaceutiques soit cultivent l'arnica, ce qui est beaucoup plus contraignant pour eux et beaucoup plus onéreux, soit ils cherchent de nouvelles stations en Europe d'arnica. Voilà, alors le lien avec les animaux d'élevage ou les pratiques agricoles. Euh, je vous ai mis une photo de grande berce ici à droite. C'est une grande ombellifère blanche. Donc les ombellifères, les apiacées qu'on appelle aujourd'hui, font des grands parapluies avec des grandes fleurs blanches comme ça. Et donc ça, c'est une plante qui est assez commune et dont tout le monde se souvient, euh, qu'on ramassait notamment pour l'alimentation des lapins. Donc en alsacien, on l'appelait la baratoba. Euh, je vois que énormément de gens connaissent, même parmi les plus jeunes, ce nom populaire alsacien. Euh, voilà, et autre plante dont j'ai parlé tout à l'heure, le fenouil des Alpes, le méum. Méum antamaticum que je vous ai mis là à côté. Du côté vosgien, on l'appelle la baudoine, la baudremoine, dans la vallée de la Moselotte. Et donc, c'est une plante qui est très connue pour donner le bon goût au fromage, notamment au fromage de Münster. On dit que c'est lui qui aromatise très fortement le fromage de Münster. Et alors, j'ai une citation. La baudoine, c'était une plante forte. Quand on fauchait, ça piquait le nez, au point qu'il y en avait qui saignaient du nez quand on faisait les foins. Alors, c'est une personne du Haut-du-Taux, à côté de la commune de Vanier, qui m'a rapporté ce témoignage-là. En réalité, c'est très fréquent qu'on nous dise que la plante faisait saigner du nez pendant les foins, et qui rappelle donc qu'elle a des vertus anticoagulantes, donc qui fluidifient le sang. Et elle était réputée être tellement forte que certains disent qu'elle a pu mettre le feu dans le foin. Donc les gens les- stockaient le foin dans les greniers. Et si la plante n'était pas assez bien séchée et qu'elle fermentait, elle pouvait mettre le feu. Voilà. Alors, autre plante aussi, le hou en bouquet suspendu dans les étables contre les dartres des vaches. Et puis les chardons, parmi les plantes qui étaient utiles pour l'élevage et l'agriculture, les chardons, qu'on avait usage d'éliminer, il y avait même des décrets hein, qui imposaient d'éliminer les chardons dans les champs. Alors, quand je dis chardon, c'est un terme un peu générique pour parler de différentes espèces. Mais en tout cas, on les arrachait. Et ensuite, dans un système de récupération et d'autosubsistance, on récupérait ces chardons, on les échaudait, on les faisait cuire et on les donnait à manger aux vaches ou aux cochons. Et à Cornimont, on a même retrouvé qu'on les faisait fermenter en tonneaux pour en faire un pâté mélangé avec de la farine et du sang. Voilà. Donc voilà, quelques exemples de pratiques en lien avec l'agriculture et l'élevage. Je passe aux plantes médicinales. Alors, c'est pareil, je fais des focus sur certaines, on pourrait en citer bien d'autres. Étant donné que je vous ai dit que c'était le champ le plus vaste, le champ médicinal de l'enquête. Je vous propose de commencer par la gentiane, parce que souvent c'est une plante que tout le monde connaît, la grande gentiane des Vosges, dont je vous ai mis une photo aussi ici. Euh, qu'on trouve sur les chaumes des Vosges. Alors, ce qui est spécifique au terrain du massif des Vosges, c'est qu'on trouve à une altitude facilement accessible. Je rappelle que le point culminant des Vosges, c'est 1424 mètres.
des plantes aux vertus médicinales réputées. Donc les gens avaient facilité, avaient l'habitude de monter en montagne pour chercher certaines plantes. Et donc, par exemple, la grande gentiane, qui pousse à partir de 900 mètres, était très utilisée et reste convoitée, au point qu'il existe une réglementation. En tout cas, il est interdit de ramasser toutes les plantes dans les zones dites Natura 2000. Et donc, voilà, sauf si vous êtes sur un terrain privé, vous ne pouvez pas ramasser euh, dans ces zones-là de gentiane. Voilà, donc nombreuses sont les histoires qui nous ont été contées autour de la gentiane dans les montagnes. Elle est dite très amère, donc c'est une grande plante digestive. Et en Alsace, on procédait souvent à la distillation de sa racine. Et cet usage donc de la plante dans les problèmes digestifs fait écho avec sa situation alpine, puisque dans les Alpes, on la connaît beaucoup. On l'utilise beaucoup en apéritif, pour la digestion, etc. Sauf que dans les Alpes, on la fait plutôt macérer dans l'alcool. Donc là, c'est lié évidemment à des situations culturelles différentes. En Alsace, donc plutôt la distillation, et dans les Alpes, plutôt la macération dans l'alcool. Alors en réalité, au cours de l'histoire des habitants du massif des Vosges, il semblerait que les fameux marquaires, donc les gardiens des vaches en montagne, furent d'abord une population euh, alsacienne, marquée à plusieurs reprises par des vagues d'immigration suisse, réputée pour leur connaissance de la flore et leur relation à la nature, et aussi leur connaissance autour de la fabrication du fromage et de l'élevage. Et donc cette tradition marquaire qui remonterait au 9e siècle aurait été marquée par ces populations-là. Et on pense parmi une des pistes de l'enquête que ce sont ces populations suisses qui auraient ramené un certain nombre de savoirs autour des plantes. Et notamment, on suppose, c'est une hypothèse, que les savoirs autour de la gentiane proviendraient donc de ces populations alpines. Voilà, donc ça fait partie aussi de l'un des enjeux d'une enquête ethnobotanique, c'est de comprendre comment circulent les savoirs, d'où viennent les, les savoirs, les reliques dont on fait état ici et qu'on peut récolter dans nos enquêtes. Alors, autre plante intéressante, la mauve. Je vous ai mis ici une mauve musquée, Malva moscata, mais d'autres mauves existent sur le terrain. Euh, Elle est alors du côté du côté du département des Vosges, c'est ce qu'on appelle les fromageons parce que alors la partie que vous voyez tout en haut, ce sont des petits sépales. Alors dans l'évolution d'une plante, vous avez d'abord la feuille qui arrive, ensuite la fleur, et après la fleur, la formation du fruit qui contient la graine pour la dissémination. Et donc là, on est en présence d'une fleur. Et juste derrière, ce que vous voyez, les petites pointes vertes, en réalité, à l'intérieur, vous avez le fruit. Donc le stade après la fleur. Donc ce fruit est entouré de sépales. Et ce fruit, c'est ces petits sépales verts-là. Quand vous les ouvrez, vous êtes en présence d'un petit fruit qui ressemble à un petit fromage. Et c'est pourquoi on appelait la mauve les fromageons. Voilà. Et donc, c'est cette partie de la plante, très bizarrement, ce ne sont pas les fleurs qui étaient utilisées, mais c'est vraiment ce petit fruit, ces petits fromageons, qui étaient utilisés, donc mis à macérer dans l'eau pour un ensemble euh, de, de propriétés. Donc, décongestion des pieds, cataplasme et compresse sur les pieds, donc des plaies, pardon. Donc ça, en fait, ça fait appel aux vertus émollientes de la plante, donc qui ramollit les tissus et qui permettent une meilleure cicatrisation. On utilisait les fromageons pour tirer le pus, pour le mal blanc. Le mal blanc, dans les savoirs populaires, c'est les panaris, mais aussi pour les yeux, les entorses. Donc il y avait énormément d'usage de ces fromageons. Et elle était aussi très importante en médecine vétérinaire puisque plusieurs indications nous ont été mentionnées en lien avec le vélage des vaches. Alors, j'ai une petite citation à ce sujet. C'était utilisé pour les problèmes de reproduction, l'état sanitaire de l'appareil reproducteur de la vache. On lui donnait à boire, c'était plutôt après la mise bas,
quand la vache avait des écoulements, par exemple. Je me souviens de voir mon père faire des tisanes et puis la droguer. Donc ça, c'est le témoignage d'un éleveur de Fellerin. Et puis, à Ménorupt, sur la commune de Sapois, une autre personne se souvient, je cite, « Il y avait une plante, quand les vaches avaient les mammites, c'était du fromageon. On leur frottait la mamelle avec ça pour les faire désenfler. » Alors, tous ces usages qui ont un lien avec la médecine vétérinaire sont assez récurrents dans l'enquête au sujet de cette plante-là. Et quand on récolte des savoirs populaires dans la médecine vétérinaire, en réalité, il s'agit de reliquats de médecine humaine. Et tout ce qui a trait à la médecine vétérinaire en lien notamment avec la mise bas, en fait, c'était souvent des plantes qui avaient un lien avec des usages qu'on a pu utiliser autour de la grossesse et de l'accouchement et qui est un domaine où il y a une certaine mainmise du pouvoir médical. Et donc, c'est ce qui peut expliquer que on n'a plus les savoirs en termes de médecine humaine, mais qu'on a des reliquats seulement en termes de médecine vétérinaire. Mais très souvent, en fait, quand on a quand on rencontre des usages vétérinaires assez compliqués, assez complexes, ou qui ont un lien avec des sphères un peu délicates, c'est seulement qu'on les a gardés pour soigner les bêtes, mais qu'autrefois, ces plantes étaient utilisées aussi en médecine humaine. Voilà. Euh, alors, je vais passer à... je ne sais pas quel est le temps, là. Oui, j'ai encore un petit peu. Un petit quart d'heure, ok. Ça me permet d'aborder les 3 prochaines plantes de manière un peu plus étendue. Euh, Voici une plante dont on nous a beaucoup parlé sur le terrain, qui s'appelle la chémie, Alchemia vulgaris en latin. Euh, C'est une plante qui est, je le précise, très présente dans tous les massifs. Alors, il se trouve qu'il y a énormément d'espèces différentes de cette plante. Notamment, les botanistes du programme Floral Vosgisiaca en ont récolté une cinquantaine de taxons. Donc, ils ont découvert des nouveaux taxons récemment sur le massif des Vosges. Elles sont toutes très compliquées à déterminer. Il faut savoir que dans la classification populaire, puisqu'on parle vraiment de classification populaire quand on fait des enquêtes ethnobotaniques, qui a la même, en tout cas qu'on peut observer de la même manière que la classification scientifique linéenne. Quand on regarde la classification populaire, en tout cas, les locaux ne font pas la différence entre toutes ces alchimies qui sont très complexes à distinguer entre elles. Euh, En tout cas, cette alchimie a un statut de grande plante des femmes du côté alsacien. Et pourquoi ça a attiré notre attention? Parce que, en fait, bah, c'est une plante qui est extrêmement répandue ailleurs en France, dans tous les autres massifs, et même parfois même dans certaines régions de plaine, etc. Mais c'est la seule région française où des emplois sont attestés. Et d'ailleurs, c'est très intéressant d'observer que les emplois sont attestés du côté alsacien, mais pas du tout du côté lorrain et très peu du côté franc-comtois. Et c'est vraiment incroyable à quel point là, il existe une méconnaissance de cette plante en termes d'usage du côté lorrain. Euh, voilà, alors voici le genre de mentions que nous avons pu recueillir sur le terrain. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on fait des enquêtes ethnobotaniques, on se rend compte que tout ce qui a trait à la sphère gynécologique, les hommes ne connaissent pas du tout. Il y a une transmission qui ne se fait pas du côté des hommes. Et que même entre les femmes, parfois, c'est un peu délicat. Et là, ce qu'on a pu remarquer sur le terrain, c'est que c'était même parfois les hommes qui nous parlaient de cette plante. C'est dire si elle est extrêmement connue. Donc, par exemple, voici le témoignage d'un monsieur de la vallée de la Thur qui nous dit, alors Froya Mandala, c'est le terme en alsacien qui signifie, alors Froya Mandala, c'est la même chose que le terme allemand, hein, la plante du manteau des dames. Voilà. Froya Mandala, c'est une plante miraculeuse, comme dans le temps elle disait. C'était surtout pour les femmes si elles avaient des douleurs pendant leur période ou des trucs comme ça. Elles prenaient cette tisane.
Et puis, une autre dame de la vallée de la Dolère qui nous raconte, mon papa, il ramenait encore cette plante-là, Froya mandala, pour maman et pour moi. Il disait, ça c'est bon pour vous les femmes. Faites une cure au printemps de 3 semaines. Il me disait toujours ça. C'était plutôt pour les urines, pour l'eau, pour les urines, il disait. Mon papa, il disait toujours, prenez cette plante quand elle est en fleur. Donc c'est assez intéressant que, enfin, je vous ai volontairement cité des citations d'hommes. Il y a énormément de femmes évidemment qui parlent de cette plante, mais pour faire valoir le fait que cette plante est extrêmement connue. Alors, donc c'est une plante qui, si on s'intéresse d'un point de vue plus médical, a en effet des vertus progestérone, qui a un réel effet sur les règles douloureuses, etc. Donc c'est une plante dont les vertus sont avérées, mais c'est pas toujours ce qu'on cherche dans le cadre d'une enquête ethnobotanique, puisque nous on cherche plutôt à recueillir les discours autour des plantes. Et alors ça c'est le premier volet, la sphère gynécologique. Et il y a un deuxième aspect qui nous a été également très souvent mentionné, c'est ses vertus cicatrisantes. Donc la feuille en cataplasme a été énormément utilisée. Alors, citation encore d'une personne, d'une dame qui nous dit, c'est facile à comprendre. Avec la fleur, c'était pour les femmes. Et sans la fleur, ce n'est pas pareil. Quand on s'était fait mal au doigt, coupé ou même éraflé, on prenait la feuille comme ça, à l'envers, le dessous de la feuille. Donc, c'est une plante qui fait une feuille assez ronde, comme ça. Donc, on imagine que on la mettait comme ça à plat sur la plaie. Euh, donc on la mettait comme ça à l'envers, le dessous de la feuille, on la mettait sur la plaie et on la fixait par un petit bandage et ça aidait à guérir. La plaie était carrément nettoyée, toute propre. Ça sortait toute la saleté. Voilà. Donc, de manière très marginale, on peut retrouver et de manière éparse quelques emplois de la plante de l'alchimie dans les Alpes pour des aspects cicatrisants, mais j'ai vraiment dû chercher pour trouver. Mais en tout cas, son statut de plante des femmes fait vraiment l'objet d'un particularisme dans le pourtour des Hauts-de-Vosges. Et si l'on compare avec d'autres régions françaises, donc comme je vous le disais, on ne connaît pas l'équivalent. Euh, Son nom vernaculaire allemand, donc Frau Mantelkraut, donc qui rappelle pardon, qui rappelle Frauenmandela en alsacien, signe une connaissance populaire beaucoup plus probable outre-Rhin et dont on a retrouvé une planche dans un des ouvrages très connus d'un médecin botaniste de la Renaissance qui s'appelle Léonard Fuchs et donc je vous ai mis ici l'extrait qui est à peu près la première fois qu'on voit une représentation d'alchimie dans des textes anciens. Donc 1543 pour le Krauterbourg de Léonard Fuchs. Donc c'est ce qui nous permet de savoir qu'il y a une très probable influence germanique dans le savoir, dans ce savoir alsacien qui est donc circonscrit à l'Alsace. Voilà. Euh, Autre plante qui a attiré notre attention, on peut comprendre assez rapidement l'importance d'une plante dans les savoirs populaires, dans les entretiens, en repérant les plantes qui sont très tôt citées dans la conversation. Et ainsi, il est arrivé régulièrement du côté alsacien qu'on nous parle de cette plante-là, que je vous ai mis en photo, qui est la petite centaurée. Alors, petite citation d'une dame de la vallée de la Dolère qui nous dit oh oui, ce qu'on avait toujours, c'est quelque chose, je ne sais plus comment on appelait ça en français, c'est le Totsi Golden Acrut, ça c'est le nom alsacien. J'en ai plein le jardin, ça refleurit tout rose. Attendez voir, la Juliette là-haut, elle m'a dit qu'elle croit que ça s'appelle des centurées. Et puis, avec ça, on faisait de la tisane pour l'estomac et puis pour les intestins. Mon père, il l'avait toujours, cette plante. Donc, la petite centaurée, c'est une plante d'ailleurs qui est de la famille de la grande gentiane, que je vous ai présentée tout à l'heure, famille des gentianacées, qui est très appréciée des Alsaciens. Et donc, que les gens avaient l'habitude de ramasser proche des Hauts-de-Vosges comme remède digestif.
Et on la retrouve assez peu dans les enquêtes ethnobotaniques réalisées ces 30 ou 40 dernières années en France. C'est assez particulier pour l'Alsace de l'avoir citée autant. Dans la littérature, on se rend compte que dans l'Antiquité, elle n'est pas du tout nommée, ou assez peu, un peu comme tonica amère ou cholagogue, bonne pour le foie. Mais en tout cas, elle avait été vraiment abandonnée pendant très très longtemps de la médecine, puisque pendant la Renaissance, on ne la retrouve pas dans les textes. Et elle a été remise au goût du jour par un Allemand, un abbé. Vous savez que c'est souvent les curés, les abbés qui s'intéressaient aux plantes. Alors un abbé allemand qui s'appelle Sébastien Kneipp, qui l'a remise au goût du jour au 19e siècle. Voilà. Donc ce serait la provenance de ce savoir. Euh, alors, ce qui est aussi notable, c'est que cette plante, on la trouve quasiment plus. Donc, dans les savoirs contemporains, elle n'existe quasiment plus. Donc ça, si on s'intéresse à l'espèce, on pense que voilà, il y a une incidence climatique sur le fait qu'elle n'est plus présente, mais aussi peut-être il y a des questions à se poser sur la cueillette, voilà, la pression de la cueillette. Alors, je vous ai parlé de vin de houx tout à l'heure et je vous avais dit que j'y reviendrai parce que le houx est une plante vraiment importante aussi dans les savoirs populaires locaux, assez étonnamment, puisqu'on a toujours tendance à penser que le houx est une plante toxique. Mais voici un témoignage, par exemple, d'une dame de la vallée de la Dolère qui nous a dit: Je récolte les feuilles de houx, je les fais sécher, puis j'y mets du citron avec du sucre candi, je fais bouillir ça et je bois tout au long de la journée contre la toux. C'est également un emploi qu'a révélé le couple de pharmaciens, Christian et Elisabeth Busser, dont je parlais tout à l'heure, dans les vallées alsaciennes welches, puisqu'ils ont enquêté plutôt dans la vallée d'Orbay et les autres vallées belges, mais essentiellement la vallée d'Orbay. Et vraisemblablement, cet emploi donc du houx n'est pas connu de l'Antiquité. C'est au début de la Renaissance qu'on a commencé à trouver des pistes dans les textes et des mentions de la feuille de houx. Je parle bien de la feuille de houx. À cette époque, elles sont plutôt connues pour les propriétés articulaires et antirhumatismales. Voilà. Et à la fin du XVIIIe siècle, un médecin botaniste dijonnais qui s'appelle Durand a appris d'un empirique, il cite dans son ouvrage, que les feuilles de houx avaient une grande valeur comme fébrifuge, donc qui aide dans la fièvre. Et donc, il en rend compte dans son ouvrage. Le recours aux feuilles de houx, donc je parle toujours des feuilles, hein, contre les problèmes pulmonaires de manière générale ne semble donc pas être mentionné dans les textes anciens et il s'agit donc bien ici d'une transmission populaire. Alors je fais juste un petit clin d'œil parce que quand on parle de savoir savant en ethnobotanique ou de savoir populaire, savoir savant, on fait référence aux sources écrites et savoir populaire, on fait référence à la tradition populaire, aux sources issues de l'oralité. Mais en réalité, il y a toujours eu une circulation entre ces savoirs savants et ces savoirs populaires depuis toujours. Donc, quand le médecin Durand parle de cet empirique, euh, voilà, il le formalise dans une source écrite qui ensuite sera peut-être repris par d'autres sources écrites. Mais voilà, c'est en tout cas là un peu comme ça que ça circule. Euh, voilà. Et aussi, concernant le houx, il est notable que malgré la toxicité du fruit, les locaux, autant du côté alsacien que du côté lorrain, ne sont pas réticents pour employer les feuilles, même encore aujourd'hui. Hein, il y a certaines personnes qui l'utilisent encore. Preuve d'une confiance populaire envers le houx bien ancrée localement. Et du côté vosgien, par contre, c'est moins les feuilles de houx, mais plutôt les baies de houx auxquelles on a recours. Et j'en viens ici à vous révéler la fameuse boisson dont j'ai commencé à vous parler tout à l'heure. Donc, ce sont les baies de houx qui sont mises dans le vin que beaucoup buvaient dans la vallée de la Moselotte notamment. Et donc, au début, ça nous a pas mal étonnés. On a même retrouvé une bouteille de vin de houx sur un marché, donc fait artisanalement. On était assez étonnés. Mais ce qu'on a compris, c'est que visiblement, la toxicité des baies de houx, lorsqu'elles sont mises à macérer dans le vin, elle, elle n'est plus présente. Donc, la toxicité s'en va. C'est un peu comme si on les cuisait. Voilà. La cuisson aussi, visiblement, ferait partir la toxicité.
Voilà, dernière plante et après j'arrête. Euh, alors, ça, c'est un savoir très localisé qu'on a pu retrouver dans la vallée de la Dolère. Euh, donc, la vallée de la Dolère, qui est la vallée la plus méridionale au sud de l'Alsace. C'est un savoir qu'on a beaucoup retrouvé dans le fond de la vallée, autour de Cévennes, tout en haut là. Et donc voilà, voici une citation d'une personne de Cévennes qui nous a dit: Il y a encore quelque chose qu'il ramassait toujours, mon mari. On appelait ça les Hirtfurzel. Et ça, c'est quelque chose qui ressemble à de la gentiane. Mais je n'arrive pas à retrouver ce mot en français. Et puis ça pousse seulement sur les hauteurs. Ça a une fleur blanche, une ombelle blanche. Mon mari, il le cherchait toujours. On le faisait aussi macérer dans de l'alcool et ça avait un goût encore pire que la gentiane. Donc c'est comme ça, c'est par cette citation qu'a débuté notre enquête sur cette plante appelée Hirtfurzel ou Hirzawurzel. Quand on essaye de faire la traduction, c'est l'herbe au cerf, enfin, la racine de cerf, ou encore Hirtzen aussi. Et d'entretien en entretien, nous devions comprendre que cette plante était connue d'une grande part des personnes interrogées dans ce secteur, qui avaient tous souvenance de cette plante. Alors, Hirtfurzel, ça ne nous disait pas grand-chose de ce que pouvait être cette plante en français. Et ça a été toute une enquête pour comprendre quelle a été cette plante. Alors, autre citation: L'Hirtwurzel, c'est bon pour le ventre, nous dit-on, pour la diarrhée ou quand on avait la gastro. C'était pour donner de l'appétit quand on se sentait mal. Prends une petite gorgée d'Hirtwurzel. Je vous le passe en alsacien parce que je ne vais pas être douée pour l'accent. On entendait toujours ça. Et quand tu avais envie de vomir, alors tu prenais de cette plante, puis tu vomissais, ou bien alors tu rôtais, et alors ça allait mieux, et ça avait une particularité pour ça. Autre citation, c'était aussi quand on avait mal aux intestins, ou même pour la digestion. Donc, c'est bien les mots d'ordre digestif qui sont le plus fréquemment évoqués au sujet de cette plante, mais d'autres aspects sont également évoqués pour la sphère respiratoire. Je cite: quand on avait de la toux ou des trucs comme ça, on en prenait. Et pour la gorge, disons, si vous aviez une bronchite ou quelque chose comme ça, c'était très bon. Et puis, c'était bon un peu pour tout. C'était bon pour toutes les maladies. Donc voilà, les habitants du fond de la vallée de la Dolère ont l'air d'attribuer un statut de panacée à cette plante qui est assez méconnue par ailleurs, en tout cas de ce que nous avons pu éplucher. Et après maintes recoupements, on a pu comprendre qu'il s'agissait, est-ce que je vous ai mis la photo? Je vous ai mis la photo ici, d'une grande apiacée de montagne. Et je vous ai mis ma collègue Lucie Zwigenstein, avec qui, donc, je n'ai pas précisé, mais cette enquête a été menée à trois mains, hein. On a été trois à enquêter. Donc, voici ma deuxième collègue pour vous montrer qu'elle est vraiment très grande, cette plante. Donc, au stade de la, du fruit, elle est quasiment aussi haute qu'elle. Et donc, c'est une apiacée qu'on trouve en montagne, dans les terrains, dans les éboulis, les pierres. Et voilà, les gens allaient ramasser et récolter cette racine. Donc, plutôt, il l'a déterrée. Euh, voilà. Euh, alors, on a fait tout un parcours dans les textes anciens pour essayer de comprendre d'où venait ce savoir très circonscrit à la vallée de la Dolère. On a eu une mention chez le célèbre botaniste alsacien Frédéric Kirchleger, c'est un botaniste qui est très connu en Alsace puisqu'il a formalisé la première flore d'Alsace euh, en 1852, enfin en trois volumes de 1852 à 62. Voilà, donc c'est la première flore moderne et exhaustive alsacienne. Et donc, chez lui, on y trouve une référence de cette plante où il dit que c'est une racine très estimée des pâtres des Vosges dans les maladies des bestiaux, racine amère, âcre, aromatique, riche en gomme résine. Voilà, donc si on fait un petit tour bibliographique des enquêtes ethnobotaniques, même d'autres sources pharmacologiques, du laser à large feuille, euh, ailleurs en France, on se rend compte qu'elle n'est pas du tout connue. Donc voilà, ça a été une grande enquête autour de cette plante. Et après plusieurs années, nous avons pu recouper. Donc au début, on s'est dit, c'est peut-être un savoir endémique, c'est-à-dire un savoir qui est vraiment ici, localisé seulement là.
Et puis après plusieurs années, donc, on a pu comprendre qu'en fait, ce savoir proviendrait de travailleurs du 18e siècle travaillant dans les mines de la vallée de la Dolère. Et en effet, cette plante est bien connue en Autriche et il y a eu toute une vague de travailleurs immigrés autrichiens qui sont venus au XVIIIe siècle dans le fond de la vallée de la Dolère travailler ici et donc qui ont probablement ramené cette connaissance autour du laser à large feuille. Donc voilà, c'est la preuve que la circulation des savoirs se fait parfois même de manière très lointaine. Est-ce que je peux faire un petit point de conclusion? J'ai encore le temps? Ok, super. Je passe sur une dernière plante dont je voulais vous parler, mais je vais déborder niveau de temps. Et voilà, donc cette enquête dans le pourtour des Hauts-de-Vosges témoigne de la richesse donc des savoirs autour des plantes dans ces secteurs. Comme je voulais montrer un peu en fil rouge tout au long de cette conférence, on s'intéresse donc à l'influence des savoirs, d'où viennent ces savoirs. Donc, il y a une grande influence de l'ère germanique, mais aussi de l'ère alpine dans dans la constitution des savoirs autour des plantes sur le massif des Vosges. Donc, à l'image de la flore, puisque le massif des Vosges est un carrefour pour la flore au niveau floristique, puisqu'elle a plein d'influences à la fois du massif des Vosges, mais aussi des aires glaciaires, de l'ère germanique, etc. Du massif alpin, pardon, de l'ère glaciaire et de l'ère germanique. C'est aussi ce qu'on retrouve aussi pour les savoirs populaires autour des plantes, puisque on a affaire à une grande influence germanique et alpine. Euh, voilà. Ce qui est intéressant, c'est toujours de voir comment certaines plantes peuvent être très connues partout, peuvent être en tout cas très présentes sur le massif, mais connues que dans certains endroits, parfois certains villages, certaines vallées, et pas du tout de l'autre côté, de l'autre versant. Voilà. Et pour conclure, face à la perte des savoirs anciens qui s'est creusée à partir des années 50, hein, réellement à partir du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de l'arrivée du plan Marshall dans les campagnes, de la modernisation de l'agriculture. C'est vraiment à ce moment-là qu'on a un grand fossé, même si déjà ça s'était amenuisé auparavant. Il semble sous le sens que faire ce type d'enquête ethnobotanique lorsqu'on travaille sur les savoirs anciens, c'est d'abord un travail de conservation des savoirs, de sauvegarde pour ne pas qu'ils tombent dans l'oubli. Mais nos enquêtes ont aussi souvent un autre rôle. Faire parler des choses anciennes, cela signifie aussi dans certains cas, sans qu'on en maîtrise les tenants et les aboutissants, être un élément permettant la reconstitution de la mémoire autour d'un savoir, d'une pratique. Le fait d'enquêter, par exemple, sur ce laser à large feuille dont je vous ai parlé là, en dernier lieu, on s'est rendu compte que donc c'était un savoir qui n'était plus employé depuis une cinquantaine d'années. Les gens ne savaient même plus quelle était cette plante et en fait, on s'est rendu compte que les gens commençaient à s'y réintéresser. Voilà, donc c'est un travail qui nous tient à cœur et aussi notamment dans les sorties et les stages et les ateliers qu'on fait. On a à cœur de retransmettre toutes les données, enfin pas toutes, mais en tout cas une partie des données de l'enquête auprès des habitants des Vosges et les Alsaciens. Et donc, on est content que cette enquête puisse participer à redynamiser des pratiques locales et à susciter un regain d'intérêt pour les plantes. Voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Pour terminer, le bouquin n'est pas fini. Voilà. Et une expo est aussi prévue. Voilà. Et la suite de l'enquête, probablement dans les Vosges moyennes et les Vosges du Nord. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'était très, très riche de taxonomie, de termes et que tu maîtrises avec une expertise, on sent bien, et que tu arrives à transmettre à nous aussi avec autant de passion et intérêt. Je me demandais s'il y avait des questions dans la salle par rapport à ces connaissances, par rapport à peut-être vos connaissances à vous. Ces plantes vous parlent aussi, ces savoirs. Oui, Fabio? Alors, merci beaucoup pour faire le lien avec la présentation de Guillaume. Moi, ma question, c'est est-ce que personnes que vous avez interrogées ont conscience de la valeur de leur connaissance, ouais, de la valeur
de ces savoirs, de ces savoir-faire? Est-ce qu'il y en a qui ont le souci de la transmission, du partage, de perpétuer ces pratiques? Parce qu'il n'y a pas qu'un savoir, il y a un geste Mm. aussi. Alors, quand on va voir les personnes pour les interroger, donc moi déjà, j'aborde jamais la question des plantes en premier lieu, parce que sinon les gens disent systématiquement, mais moi, j'y connais rien en plantes. Donc ça, c'est systématique. Donc en général, quand on va voir les gens, c'est est-ce que vous auriez un petit temps à nous accorder pour parler de ce qu'on faisait autrefois, comment on vivait, quels étaient, voilà, avec les animaux, le jardin, tout ça. Voilà, ça, c'est la première entrée. La deuxième entrée, c'est mais qu'est-ce que vous vous intéressez aux plantes, mais à quoi ça sert? Pourquoi? Parfois, alors ça dépend des réactions, hein, mais parfois les gens sont même gênés de parler de ça. Parfois même des rires un peu gênés, tout ça. Et puis en fait, on se rend compte que, ben, notamment hein, quand on fait les, les animations, les EHPAD, les gens sont très contents de pouvoir se rappeler de tout ça. Ils ont conscience qu'on n'en parle plus, que leur famille ne vient jamais les interroger là-dessus, par exemple. Euh, et voilà, il y a toujours un intérêt quand même de leur part, au bout d'un moment. Il faut les mettre en confiance pour parler de ça. Il y avait un deuxième volet dans votre question que j'ai oublié. Mais- Ouais, voilà, souci de la transmission, ben, en tout cas, c'est rare qu'on nous ferme la porte. On a eu quelques fois des gens qui ne sont pas d'accord de partager leur savoir, mais très souvent, les gens sont plutôt avenants. Voilà. Et j'entends aussi dans cette question, est-ce qu'il y a un souci de leur part que ces transmissions vont se perdre au fil de temps, que leurs petits-enfants ou que d'autres Hmm. dans les communautés ne... Alors, les savoirs autour des plantes, c'est un savoir qui a été extrêmement dénigré parce qu'avec l'arrivée de la modernisation des campagnes dans les années 50, c'est le médicament, hein. Ça, c'est très clair. C'est le médicament et la validité des plantes médicinales là-dedans, ça dépend des familles. Il y en a qui sont très plantes, d'autres moins. Mais alors, certaines ont un peu gardé et d'autres se disent, mais en fait, enfin, voilà, ça a été beaucoup, on a beaucoup rabâché que ça n'avait pas de valeur. Donc, voilà. Mais euh, les gens quand même demandent toujours au bout d'un moment, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Donc je pense que c'est qu'ils ont quand même à cœur. En tout cas, en termes de rapport social, on s'est rendu compte que c'était très important en réalité de retourner voir les personnes âgées, de discuter avec elles de comment elles vivaient autrefois, de quelles étaient leurs relations intimes étroites avec les plantes. Enfin, c'est des moments qui les valorisent aussi. C'est des moments valorisants quoi, pour elles. Est-ce que vous savez si ce genre d'enquête se fait dans d'autres régions? Parce que moi, je suis dans tout à fait d'autres régions. Euh, alors, oui, je sais parce que je coordonne chaque année un séminaire d'ethnobotanique qui rassemble la plupart des gens qui font des enquêtes en France, enfin, notamment. Euh, c'est un domaine interdisciplinaire qui rassemble à la fois des chercheurs et des gens issus du milieu de la recherche, mais aussi des amateurs. Moi, j'étais un peu à la frontière parce que j'ai été à la fois dans le milieu de la recherche et j'ai créé une association pour monter cette enquête. Et, mais oui, il y a des enquêtes qui sont menées. C'est pas aujourd'hui, c'est pas là qu'on a le plus d'argent pour la recherche. Je pense que l'enquête ethnobotanique dans le pourtour des Hauts-de-Vosges a été celle qui a été le mieux financée de ces euh, 5-8 dernières années. Voilà, donc souvent ce sont des initiatives associatives aussi. Ou alors, ce sont des travaux de chercheurs qui vont travailler sur une plante parce qu'ils la rencontrent sur leur terrain à travers un autre prisme initial, euh, ou certaines pratiques, une plante ou certaines pratiques. Mais voilà, en tout cas, l'idée de faire des enquêtes autour de savoir populaire de manière assez large, il y en a eu beaucoup dans les années 80, quand il y a eu un regain d'intérêt autour des savoirs populaires naturalistes. Euh, il y a eu beaucoup de financement à cette période-là. Euh, Moi, j'ai beaucoup travaillé avec un monsieur qui s'appelle Pierre Liotagui, qui a vraiment formalisé l'ethnobotanique du domaine européen. Et,
Et dans la veine de Pierre Letagui, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été menés. Maintenant, on se rend compte que malheureusement, c'est dommage parce qu'il y a une perte des savoirs qui est énorme, mais on se rend compte qu'il y a de moins en moins d'enquêtes. Voilà. Donc, il faut lancer des initiatives associatives. Il faudrait aussi créer des possibilités de financer ces enquêtes. Il se trouve que nous, on a eu une opportunité assez intéressante, c'est qu'il y a ce programme Flora Vogesiaca qui s'est monté sur le massif des Vosges. Le volet ethnobotanique n'avait pas pour intention d'être développé au départ, et quand le parc des Ballons des Vosges, qu'on avait déjà sollicité, se sont rendus compte qu'on était en train de faire ce travail, ils nous ont dit, mais en fait, il faut absolument que vous soyez soutenus. Mais ça a été une opportunité, quoi. Après, j'ai l'impression qu'il y a aussi des financements peut-être via les musées du patrimoine. Enfin, c'est vrai que moi j'habite dans les Alpes et là il y a beaucoup d'informations sur les plantes qu'on retrouve justement dans les musées qui s'intéressent à l'ethnobotanique aussi, les usages justement des plantes dans les sociétés. Et j'avais une question justement sur la transmission encore. Est-ce que vous avez, dans les études que vous avez faites, vu des usages qui continuent dans les jeunes générations chez les plus jeunes, par exemple, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont encore vraiment pratiquées, genre le vin de groseille, oui, c'est vraiment embryonnaire. Alors, pour rebondir sur la première chose dont vous parliez, en effet, ce sont souvent les musées ou les écomusées qui peuvent avoir un peu des financements pour... Moi, j'ai travaillé pour des musées et des écomusées pour réaliser d'autres enquêtes ailleurs dans les Alpes ou dans les Alpes-de-Provence, notamment le musée de Salagon, dont j'ai parlé avant, mais aussi certains écomusées peuvent développer comme ça un attrait pour les savoirs populaires autour des plantes et du coup développer une enquête, faire appel à un ou une chercheur pour faire réaliser une enquête. Donc en effet, c'est vers les musées qu'il faut se tourner. Ou alors, moi au début quand je suis allée voir le parc des Ballons des Vosges, j'avais l'impression que je parlais de quelque chose de surréaliste. Et puis petit à petit, ils ont compris l'intérêt et maintenant, voilà, ils nous ont sollicité pour faire une expo. Enfin, voilà. Ça commence à rentrer parce qu'on voit que les gens sont friands aussi on se rend compte que voilà, les conservatoires qui font les personnes qui sont au conservatoire botanique qui font partie du programme Flora Vogesiaca veulent communiquer autour des plantes, mais on se rend compte qu'en fait, c'est parfois un discours assez complexe, la botanique, pour le kidam. Par contre, l'accroche avec l'usage de la plante, il est tout autre, quoi. Il est beaucoup plus accessible, quoi. Donc voilà. Et concernant les jeunes générations, donc nous, on avait à cœur dans cette enquête, j'en ai peut-être moins parlé, mais d'aussi évaluer l'impact des usages nouveaux. Donc, il y a bien à la fois une transmission qui s'est faite à certains égards, donc des savoirs anciens et de pratiques anciennes qui ont toujours cours, comme l'usage du bouillon blanc, par exemple, le sirop de bouillon blanc, c'est toujours beaucoup pratiqué dans les campagnes. Je sais pas, le sirop de pousse de sapin ou la liqueur de pousse de sapin, tout le monde le fait du côté vosgien, tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on n'utilise plus. Et après, il y a aussi des savoirs nouveaux qui sont, comment dire, qui sont beaucoup aussi influencés par aujourd'hui la prolifération des formations et des stages autour des plantes médicinales et comestibles qui injectent des savoirs nouveaux qui ne sont pas forcément des savoirs locaux, mais qui injectent des savoirs nouveaux dans les pratiques contemporaines, quoi. Et donc là, oui, recomposition des savoirs à fond, hein. Tout ce qui est notamment autour de la plante alimentaire, oui, prolifération d'usage de recettes à base de plantes sauvages locales qui ne sont pas du tout des choses qu'on a recueillies dans l'enquête, mais qui sont d'influence de partout, voire même des savoirs recomposés. Notamment les savoirs autour des plantes alimentaires ont eu un grand intérêt ces 10 dernières années. Moi, je l'ai vu dans ma pratique de transmission, parce qu'au départ, je transmettais que sur les savoirs médicinaux, que sur les plantes médicinales. Et en fait, il y a une très forte demande autour des plantes alimentaires. Et il y a une espèce de recomposition des savoirs autour des plantes comestibles
sur des savoirs qui n'avaient pas trait dans les campagnes spécialement. Et qui sont notamment influencés, par exemple, par des pratiques de grands chefs qui vont recomposer une cuisine à base de plantes sauvages qui va être une cuisine très gourmande, hein, très attrayante et tout. Mais voilà, donc les gens s'intéressent beaucoup à ça aussi aujourd'hui. C'est une autre entrée. Ouais. C'est peut-être justement pour se préparer pour ce qui va nous arriver. Alors, j'arrête là parce qu'effectivement, on a dépassé un petit peu. Un grand merci encore, Élise, et tous les intervenants ce matin.